this ring, a symbol of royal dignity and a sign of the covenant sworn this day. Le rugissement guttural du roi Charles secoua les couloirs de Clarence House résonnant tel un coup de tonnerre dans la nuit silencieuse. Sa voix portait le poids d'années de tension, une tempête qui éclatait après avoir été trop longtemps contenue. Face à lui se tenait la reine Camilla, calme en apparence, mais visiblement tendue par l'intensité du choc. L'objet au centre de cette confrontation dramatique n'était ni une couronne ni un joyau, mais un véhicule, un Range Rover de 2006, autrefois intimement lié à la reine Élisabeth II. Ce qui semblait n'être qu'un simple vestige de la mémoire royale avait dégénéré en un scandale de grande ampleur qui menaçait de briser le fragile équilibre de la monarchie. Ce véhicule symbolisait bien plus que l'acier et les roues. Pour Charles, il représentait le souffle éternel de sa mère, l'incarnation de son indépendance et un souvenir sacré de son règne de plus de 7 décennies. Le voir détourné au profit d'une autre famille était impensable. Les analystes de la presse britannique ont souligné comment la querelle autour de cette voiture a mis en lumière des blessures plus profondes, la méfiance persistante entre Camilla et la défunte reine, la bataille non résolue autour de l'héritage et la fragile unité d'une monarchie scrutée par la presse internationale. L'explosion émotionnelle qui a suivi n'a pas seulement porté sur la possession, mais aussi sur l'intégrité de la mémoire et la préservation de l'âme d'une institution. Des observateurs de publications comme le Guardian et le Times ont souligné à maintes reprises que la monarchie britannique vit et meurt par les symboles. Le Range Rover était plus qu'une machine. C'était une icône maintes fois immortalisée sur les photos de la reine Élisabeth, traversant les paysages accidentés de Balmoral, refusant les chauffeurs, incarnant la résilience et l'autonomie. Lorsqu'un emblème aussi puissant fut soudainement propulsé au cœur des intrigues, le risque pour la crédibilité de la monarchie devint flagrant. Si ce symbole pouvait être transformé en arme dans des batailles privées, quel héritage resterait intact ? La princesse Anne est entrée en scène porteuse d'une défense acharnée, faisant écho à la résilience de sa mère. Ceux qui suivaient la famille royale depuis longtemps la décrivent comme une gardienne silencieuse déterminée à préserver la dignité plutôt que le spectacle. Son attitude de défi acharné envers Camilla à ce moment précis n'était pas seulement une solidarité fraternelle avec Charles, mais une affirmation directe que l'héritage d'Élisabeth ne pouvait être détourné à des fins personnelles. Aux yeux d'Anne, toute tentative d'associer la lignée de Parker Bowles à cet emblème de la monarchie était une trahison impardonnable. Sa position a trouvé un écho auprès du public qui a toujours considéré Anne comme l'un des membres les plus inébranlables de la famille. Au-delà des murs du palais, le public britannique était captivé par le drame qui se déroulait. Les réseaux sociaux bourdonnèrent de discussions, les hashtags appelant à la protection de la mémoire de la reine grimpèrent rapidement en tête des tendances. L'indignation affluait parmi les admirateurs de tout le Commonwealth dont beaucoup se souvenaient avoir vu la reine au volant de ce même Range Rover. Pour eux, le véhicule évoquait son rire, son indépendance et son humble défiance envers l'âge. L'idée que ce souvenir puisse être rebaptisé pour une autre lignée familiale paraissait inacceptable à beaucoup. Dans le même temps, le Royaume-Uni traversait une fin d'été 2025 mouvementée, l'actualité mondiale étant dominée par la montée des tensions en Europe de l'Est et les nouvelles tensions économiques causées par les fluctuations des marchés énergétiques. Le scandale de la monarchie s'est heurté à ces courants plus larges, attirant une couverture internationale par des médias tels que Reuters et Deutsche Welle, qui ont souligné l'importance des conflits royaux internes dans un contexte d'incertitude géopolitique. Pour la Grande-Bretagne, déjà engagée dans des négociations commerciales délicates et dont le rôle de défense au sein de l'OTAN évolue, l'image d'une monarchie empêtrée dans des querelles intestines était particulièrement préjudiciable. Les commentateurs ont également souligné le coût humain au sein de la famille royale. Charles, déjà accablé par les attentes du public et de récents problèmes de santé, fut plongé dans une confrontation émotionnelle qui raviva le souvenir douloureux de trahisons passées. Sa fureur à Clarence House n'était pas simplement la colère d'un homme protégeant ses biens, mais l'angoisse d'un fils défendant les derniers vestiges de la dignité de sa mère. Dans ce contexte, son cri dramatique, dégagé, symbolisait plus qu'une discorde conjugale, il marquait une promesse publique de protéger l'héritage d'Élisabeth de toute nouvelle manipulation. Cette bataille d'ouverture prépara le terrain pour une série d'événements qui allaient s'étendre bien au-delà de la sphère privée de la famille. Alors que les vents vifs de l'automne balayaient Londres, la monarchie se retrouva sous la surveillance la plus ardente depuis des années, le festival de Silverstone apparaissant comme le prochain lieu où cette confrontation symbolique allait se dérouler. Le Range Rover allait être mis aux enchères, et avec lui la question de savoir qui contrôle véritablement la mémoire de la reine allait occuper le devant de la scène mondiale. Les enjeux dépassaient la question de l'héritage. Ils touchaient désormais à l'honneur et à la survie de la monarchie elle-même. Qui parmi eux pouvait s'assurer l'autorité morale nécessaire pour perpétuer l'héritage d'Élisabeth? La question persistait comme une fumée dans les couloirs antiques de Clarence House refusant de se dissiper et entraînant la nation dans son tourbillon.
Dans les pièces silencieuses de Clarence House, les calculs de Camilla prenaient forme en silence, son esprit aiguisant chaque détail comme une lame. Le Range Rover était plus qu'un objet. À ses yeux, c'était un moyen de réécrire une histoire qui ne l'avait jamais accueillie. Pendant des décennies, elle avait vécu dans l'ombre de la désapprobation de la reine Elisabeth II, rappel constant que sa présence était perçue comme un inconvénient plutôt qu'une étreinte. Ce rejet s'était transformé en détermination, et la vente aux enchères de Silverstone était devenue le théâtre où elle pouvait transformer la mémoire à son avantage. En achetant la voiture pour son fils Tom Parker, Bowles, Camilla pensait pouvoir subtilement inscrire son nom dans l'héritage royal, une façon de revendiquer ce qui lui avait été refusé pendant si longtemps. Elle savait cependant que le public britannique avait la mémoire longue. Les scandales du passé, les rumeurs de trahison lors du premier mariage de Charles et la relation glaciale avec la reine pesaient encore lourdement sur l'opinion publique. Toute implication directe dans l'achat du véhicule susciterait l'indignation, la faisant une fois de plus passer pour une manipulatrice instrumentalisant l'histoire. Camilla avait appris à agir avec plus de subtilité. Elle envisageait un plan où une autre personne incarnerait l'achat tandis que ses intentions resteraient dissimulées sous une couche de distance et de discrétion. Richard Halpern, un riche homme d'affaires américain qui avait discrètement soutenu des œuvres caritatives royales, devint la clé. Sa fortune bâtie sur des investissements immobiliers et technologiques lui conférait à la fois crédibilité et discrétion. Camilla était convaincue que ses contributions passées à des œuvres caritatives lui assureraient une certaine respectabilité, lui permettant d'apparaître aux enchères comme un simple collectionneur fortuné. Aux yeux de la foule, son offre n'aurait rien d'inhabituel. Pourtant, dans les mois qui suivirent, la voiture put facilement être offerte à Tom en signe d'amitié, un geste qui paraîtrait anodin aux yeux du public, mais qui revêtait une signification calculée aux yeux de Camilla. Son choix d'utiliser des fonds caritatifs comme canal financier ajoutait un niveau de danger supplémentaire. Cet argent lié au nom de la reine et destiné au bien public était sacré aux yeux de la nation. Le détourner par des intermédiaires pour financer l'achat signifiait trahir non seulement la confiance de Charles, mais aussi l'héritage de la reine elle-même. Pourtant, Camilla pesait le pour et le contre. Pour elle, altérer l'héritage d'Élisabeth n'était pas une simple vengeance personnelle, mais un moyen de consolider la place de ses enfants au sein d'une monarchie qui ne leur avait jamais vraiment ouvert les bras. Les observateurs, qui ont par la suite examiné cette étape du drame, ont souligné comment l'ambition personnelle croisait la fragilité institutionnelle. La plus grande force de la monarchie avait toujours résidé dans sa capacité à projeter une continuité entre les générations symbolisées par ses cérémonies, ses domaines et ses reliques soigneusement préservées. Or, une consort complotait pour réorienter cette continuité vers sa lignée privée, menaçant de diluer l'essence même de l'institution. Les commentateurs politiques britanniques ont averti que si de telles allégations se révélaient fonder les retombées, ne se limiteraient pas au ragot, mais pourraient alimenter les débats républicains, remettant en question la pertinence de la monarchie. Au milieu de ces manigances, la vigilance de la princesse Anne se faisait sentir. Elle sentait sans encore connaître tous les détails que quelque chose clochait dans le soudain mouvement de documents concernant la propriété du Range Rover. Des années d'expérience lui avaient appris que de petites irrégularités étaient souvent le signe de manipulations plus profondes. Ces vérifications privées des documents de succession révélèrent des traces d'altération des notes inexpliquées, suggérant que la voiture avait été transférée dans la catégorie des biens personnels susceptibles d'être vendus. De tels détails suscitèrent l'inquiétude car selon le protocole, les objets intimement liés à l'image publique d'Élisabeth ne devaient pas être cédés sans un examen rigoureux. Les soupçons d'Anne se transformèrent en détermination et elle commença discrètement à lancer sa propre enquête. Tandis que le drame se préparait derrière les murs du palais, le grand public britannique était transporté d'impatience à l'idée du festival de Silverstone. Ce rassemblement annuel de passionnés d'automobiles, de collectionneurs et de personnalités culturelles était déjà un moment fort de la saison. Mais l'annonce de la mise en vente du Range Rover personnel d'Élisabeth, lors d'une vente aux enchères prestigieuses, lui donna un poids considérable. Les grands journaux couvraient l'événement de photos de la reine en tweed, au volant, sa silhouette encadrée par la beauté sauvage de Balmoral. L'image d'une monarque si intimement liée à son véhicule toucha une corde sensible. Pour beaucoup, la possibilité de voir, voire d'enchérir sur la voiture, devint un moyen de renouer avec sa mémoire. Mais, sous cette nostalgie, des rumeurs de complot ont commencé à émerger. Les commentateurs se demandaient pourquoi la voiture avait été mise aux enchères alors qu'on pensait depuis longtemps que ces objets étaient destinés à être préservés. Le moment semblait également étrange, coïncidant avec des tensions internes et un nouvel examen des finances royales. L'absence visible de Camilla au cœur des préparatifs remplacés par ses apparitions caritatives soigneusement orchestrées à l'étranger ne faisait qu'alimenter les spéculations. Son sourire public lors des galas new-yorkais contrastait fortement avec les rumeurs qui circulaient à Londres sur des manœuvres secrètes. Fin août 2025, la Grande-Bretagne se trouvait à la croisée des chemins.
La monarchie était de nouveau au cœur de l'actualité, non pas en raison de triomphes solennels, mais à cause des ombres projetées par l'ambition. Pour Camilla, son plan ressemblait à une brillante pièce d'échec, mais pour les observateurs, il risquait d'être un pari risqué susceptible de ruiner à la fois sa réputation et le fragile tissu de confiance qui maintenait la monarchie. Le Range Rover était désormais plus qu'une voiture, il était devenu le champ de bataille de la mémoire de la loyauté et de l'ambition. À l'approche de la vente aux enchères, une question se posait, les sombres calculs de Camilla allaient-ils rester cachés ou la vérité éclaterait-elle au grand jour, déclenchant un scandale susceptible d'ébranler la monarchie jusque dans ses fondements? La princesse Anne était depuis longtemps connue comme la gardienne la plus fiable des traditions du monarque. Et face à la controverse qui s'intensifiait, elle assuma à nouveau ce rôle avec une détermination inébranlable. Tandis que d'autres membres de la famille se laissaient souvent emporter par l'émotion ou le spectacle, Anne gardait le regard fixé sur son devoir. La nouvelle du reclassement inattendu du Range Rover et de sa vente aux enchères imminente réveilla en elle un sentiment qu'elle ne pouvait ignorer. Assise dans son bureau de Gatcombe Park, elle examina méticuleusement des piles de documents de succession, son œil perçant repérant les légers signes d'altération dans les registres du véhicule. Chaque note irrégulière, chaque entrée inattendue, lui semblait plus qu'une simple coïncidence. Pour Anne, cela ressemblait à une manipulation visant à assouplir les protections qui avaient toujours protégé les biens les plus personnels d'Élisabeth de toute utilisation commerciale. Anne comprenait mieux que quiconque que la crédibilité de la monarchie reposait sur la préservation de l'héritage. Laisser des symboles comme la chère voiture d'Élisabeth tomber entre des mains douteuses n'était pas seulement une question d'héritage mais aussi de confiance publique. Elle commença discrètement à contacter des conseillers et des auditeurs qui travaillaient avec elle depuis des années, des hommes et des femmes fidèles aux principes de transparence. Leur mission consistait à retracer chaque modification récente dans les registres successoraux et à surveiller tout mouvement inexpliqué de fonds liés aux fiducies caritatives de la reine. Les résultats de ces premières enquêtes ne constituaient pas encore des preuves, mais les indices de flux financiers irréguliers sonnèrent l'alarme. Au même moment, les médias britanniques commençaient à se poser leurs propres questions. Des journalistes de médias comme la BBC et le Financial Times pressaient les responsables du palais de clarifier les raisons de la mise aux enchères du Range Rover. Normalement, les véhicules si étroitement associés à Élisabeth étaient destinés à la préservation dans des musées ou à des expositions protocolaires. L'absence de réponse claire alimenta les spéculations et en l'absence de déclaration officielle, les rumeurs d'intrigue se répandirent rapidement. Les commentateurs avertissaient que la monarchie risquait de paraître négligente en matière de patrimoine à un moment où l'attention du public était déjà exacerbée par les tensions politiques et économiques au Royaume-Uni. L'instinct d'Anne, aiguisé par des décennies de services publics et de vigilance privée, la poussa à agir avec détermination, mais discrétion. Elle demanda un audit complet du fonds de charité de la reine Élisabeth II, convaincue que toute tentative de manipulation d'actifs pouvait également être liée à des irrégularités financières. À sa grande consternation, des rapports préliminaires suggérèrent que de petites sommes avaient été détournées via des comptes auxiliaires. Bien que ces sommes pussent de paraître modestes prises isolément, leur versement coïncidait avec les préparatifs de la vente aux enchères. Ce schéma pour Anne ressemblait au travail minutieux de quelqu'un déterminé à dissimuler un plan plus vaste. Ses soupçons s'approfondirent bientôt. Des vérifications révélèrent qu'un riche donateur américain, Richard Halpern, était soudainement invité à assister au festival de Silverstone. Il n'avait jamais manifesté d'intérêt pour les souvenirs royaux, mais ces derniers mois, il avait intensifié son implication dans certains cercles caritatifs liés à Camilla. Le lien n'était pas concluant, mais Anne savait combien une perception pouvait facilement tourner au scandale. Si le public découvrait qu'une voiture si étroitement liée à Élisabeth avait été redirigée vers la famille de Camilla par de tels canaux, l'indignation serait inévitable. La princesse n'était pas la seule à s'inquiéter. Des alliés au sein de l'administration monarchique, notamment des conseillers financiers, en qui elle et Charles avaient longtemps fait confiance, commencèrent à échanger leurs points de vue. Certains l'avertirent qu'aborder l'affaire ouvertement risquait de déclencher une crise majeure au sein du mariage de Charles et Camilla, une rupture qui ferait inévitablement la une des journaux. Pourtant, Anne resta impassible. Elle pensait que le silence serait plus dommageable que la confrontation. Protéger la mémoire de sa mère était à ses yeux un devoir qui primait sur toute considération d'harmonie. À mesure que la date de la vente aux enchères approchait, la tension entre vigilance et secret s'intensifiait. Derrière les murs du palais, Anne se préparait à l'éventualité d'une intervention publique si les circonstances l'exigeaient. Elle fit clairement savoir à ses plus proches collaborateurs qu'aucun autre bien royal ne serait reclassé sans sa surveillance directe.
Elle ordonna également qu'une liste spéciale des biens les plus précieux d'Élisabeth soit dressée et mise en sécurité afin qu'aucun ne puisse discrètement accéder à un statut contesté. Pendant ce temps, l'opinion publique britannique commençait à pressentir que quelque chose de plus vaste se jouait. Les éditoriaux des principaux journaux inscrivaient la controverse du Range Rover dans le cadre d'un débat plus large sur la responsabilité royale. Si la monarchie exigeait loyauté et révérence, affirmèrent les critiques, elle devait faire preuve d'une intégrité absolue dans la préservation de son propre patrimoine. Les sondages suggéraient un soutien croissant à un contrôle plus strict des finances royales et certains responsables politiques commencèrent à laisser entendre que le Parlement pourrait envisager une législation visant à renforcer la transparence dans la gestion des domaines royaux. Dans le contexte géopolitique général, ces événements n'auraient pas pu survenir à un moment plus délicat. La Grande-Bretagne cherchait à équilibrer son rôle au sein de l'OTAN, alors que la guerre en Ukraine ne montrait aucun signe de résolution tout en négociant des accords commerciaux dans le sillage de l'évolution des alliances mondiales. La monarchie symbole, souvent utilisée dans les projections diplomatiques, risquait d'apparaître empêtrée dans des scandales internes au moment même où l'attention internationale exigeait la stabilité. Les commentateurs de Reuters et de Deutsche Welle ont souligné comment ce litige automobile s'était transformé en un questionnement plus profond sur la pertinence de la monarchie dans un État moderne sous pression. Anne, voyant les événements s'accélérer, résolut de ne pas laisser la mémoire d'Élisabeth ternie ni son héritage utilisé comme un pion par des ambitions personnelles. Le Range Rover était devenu le théâtre d'une bataille entre principe et calcul, et Anne était prête à poursuivre le combat si nécessaire. Elle savait que la vérité, une fois révélée, pourrait dévaster les relations personnelles, mais elle était également convaincue que ne pas défendre pleinement le nom de sa mère serait une trahison indigne de sa position. Le décor était désormais planté pour une confrontation non seulement au festival de Silverstone, mais aussi au sein même de la monarchie. Alors que les fraîches journées de fin août s'installaient à Londres, le public attendait avec impatience de voir si ce conflit latent allait éclater au grand jour. Pour Anne, la voie était claire, l'héritage d'Élisabeth ne pouvait être marchandé quel qu'en soit le prix. Le festival de Silverstone s'est déroulé avec toute la splendeur attendue du plus grand rassemblement de sport automobile britannique, mais cette année l'attention s'est détournée des moteurs rugissants et des chromes étincelants. L'annonce de la vente aux enchères du Range Rover 2006 de la reine Elisabeth II a transformé l'événement en une scène historique. Les spectateurs, habituellement attirés par le frisson de la vitesse, se sont rués pour assister à un moment mêlant nostalgie et identité nationale. Sous le soleil éclatant de l'été, la voiture brillait comme un vestige de résilience, ses modestes rayures racontant les anecdotes silencieuses des routes accidentées de Balmoral et des virées solitaires de la reine dans les Highlands écossais. Les médias se préparèrent des jours à l'avance, jonchant les pages de photos d'Élisabeth en veste de tweed, les mains fermement posées sur le volant, le regard fixé sur l'horizon. Les commentateurs décrivaient comment ce véhicule incarnait l'indépendance de la défunte monarque. Elle l'avait conduite elle-même, refusant les chauffeurs, symbolisant à la fois l'humilité et la force tranquille. À l'approche des enchères, l'impatience montait non seulement parmi les collectionneurs, mais aussi dans le grand public. La vente était devenue un spectacle national, retransmis en direct à la télévision et en ligne, pour des millions de personnes qui la regardaient, l'émotion au cœur. L'atmosphère dans la salle était électrique. Les collectionneurs chuchotèrent nerveusement leurs pagaies prêtes, tandis que les passionnés de la famille royale serraient contre eux des programmes ornés d'images de la reine. La voix du commissaire-priseur, qui dominait le brouhaha, annonçait une mise à prix équivalent à 50 000 $. Des mains se levèrent et les chiffres grimpèrent rapidement. 60 000, puis 75, puis 100 chaque enchère, accompagnés de cris de joie et d'acclamations. Pour beaucoup de personnes présentes, il ne s'agissait pas de propriété, mais d'hommage, d'une occasion de participer à la préservation de la mémoire. L'augmentation des chiffres résonnait comme un battement de cœur de dévotion à la présence éternelle d'Élisabeth. À l'insu du public, un autre drame se jouait dans l'ombre. Richard Halpern était assis calmement près du premier rang, son costume impeccable, l'expression indéchiffrable. Ceux qui connaissaient l'histoire soupçonnaient que son enchère n'était pas un simple acte d'admiration, mais une partie du plan soigneusement élaboré par Camilla. Ailleurs, dans la salle, l'un des assistants de Charles veillait chargé d'observer chaque mouvement. De son point de vue, la vente aux enchères n'était pas seulement une affaire commerciale, mais une preuve potentielle, un moment où les soupçons pouvaient se cristalliser en vérité. Lorsque le marteau est tombé à 175 000 $, la salle a éclaté en applaudissements. Les gros titres allaient de plus tard le qualifier d'hommage record, la voiture de la reine atteignant un prix digne de son héritage. Pourtant, la jubilation de la foule contrastait fortement avec la fureur froide qui s'emparait de Charles. Avant même que l'encre ne sèche, il avait reçu la confirmation confidentielle que les fonds utilisés par Halpern remontaient par des voies tortueuses au fonds de charité de la reine Elisabeth II supervisé par Camilla. Ce que le public célébrait comme un hommage, Charles le percevait comme une trahison.
Pour la princesse Anne, la vente aux enchères confirma ses pires craintes. Elle soupçonnait depuis longtemps une manipulation et la preuve était désormais irréfutable. Le timing des transferts financiers, la requalification suspecte de la propriété et l'apparence de Halpern comme façade formaient un schéma trop délibéré pour être ignoré. Malgré son calme apparent, la détermination d'Anne se renforça. Elle comprit que le silence ne pouvait plus protéger l'intégrité de la monarchie. Ce qui n'était que rumeur de complot était devenu la preuve concrète que la mémoire d'Élisabeth était détournée au profit d'une ambition personnelle. La nouvelle du résultat de la vente aux enchères s'est répandue à toute vitesse dans toute la Grande-Bretagne. Les journaux ont captivé l'émotion de la foule, publiant des photos d'admirateurs âgés essuyant leurs larmes tandis que la voiture changeait de main. Pourtant, le soir venu, des rumeurs de scandale ont commencé à faire surface. Des fuites ont suggéré que l'achat était lié à l'entourage de Camilla et que des fonds caritatifs destinés à l'intérêt général auraient été détournés. Sur les réseaux sociaux, l'indignation s'est enflammée. Les hashtags appelant à la protection de l'héritage de la reine sont devenus des tendances avec des milliers de publications exprimant incrédulité et colère. Pour beaucoup, l'idée que le précieux véhicule d'Élisabeth puisse devenir un pion dans des manœuvres privées a été perçue comme une insulte nationale. Les commentateurs ont comparé la situation actuelle aux précédentes controverses royales, soulignant que si les scandales passés portèrent souvent sur des relations personnelles, celui-ci touchait directement au patrimoine et à l'argent. Une telle combinaison touchait au cœur même de la confiance du public. Les analystes de Reuters et de la BBC ont souligné qu'en période de difficultés économiques, où les familles ordinaires étaient confrontées à la hausse du coût de la vie, les révélations de détournements potentiels de fonds caritatifs revêtaient un poids particulièrement lourd. Pour le public, le scandale ne concernait pas seulement une voiture, mais aussi une question de responsabilité. À l'international, l'histoire a trouvé un public enthousiaste. Des journaux allemands et français ont publié des articles explorant la manière dont les conflits internes à la monarchie britannique se recoupaient avec des questions plus vastes pertinentes pour la gouvernance moderne. Alors que l'OTAN subissait des tensions constantes et que la Grande-Bretagne cherchait à affirmer son rôle mondial, la réputation de la monarchie comptait bien au-delà de ses frontières. L'image de l'unité royale, souvent utilisée comme un outil de soft power, était désormais ternie par des accusations de manipulation et de cupidité. À Clarence House, la fureur de Charles brûlait silencieusement. Le portrait de sa mère accroché au mur l'observait tandis qu'il étudiait les documents posés devant lui, chaque transfert, chaque altération racontant la même histoire. L'ombre de Camilla planait sur chaque détail. Pour Charles, ce n'était plus une question de suspicion, mais de certitude. La voiture, les dons caritatifs, l'implication d'étrangers, tout suggérait une seule conclusion, sa femme avait trahi la mémoire de sa mère pour se venger. Pour lui, l'instant exigeait une action décisive. Le festival de Silverstone s'était terminé sous les acclamations et les gros titres, mais les véritables conséquences ne faisaient que commencer. Ce que le monde avait vu comme un hommage était en réalité l'étincelle d'une tempête qui allait balayer la monarchie laissant des cicatrices qu'aucun applaudissement ne pourrait guérir. La bataille autour de l'héritage d'Élisabeth était passée des murmures dans les cabinets privés à la pleine lumière du public. Le chemin à parcourir promettait confrontation, révélation et choix susceptibles de remodeler non seulement les liens familiaux, mais aussi la confiance même sur laquelle reposait la monarchie. Clarence House, symbole habituel du décorum royal, était devenu l'épicentre de la tourmente. Après le dénouement dramatique de Silverstone, le roi Charles rentra à Londres la fureur au ventre. La vente aux enchères avait non seulement révélé l'implication de Camilla, mais menaçait aussi de ternir l'héritage précieusement préservé d'Élisabeth. Dans son bureau privé, les preuves s'accumulaient, états financiers, documents falsifiés et rapports discrets de conseillers de confiance. Chaque page racontait la même histoire, un complot nourri d'ambition qui portait atteinte à la mémoire de la reine et à l'intégrité de la monarchie. Pour Charles, il ne s'agissait pas simplement d'un conflit interne. C'était la survie de l'institution qui reposait désormais sur ses épaules. Les événements extérieurs au palais ont accentué la pression. Début septembre, le roi a assisté à l'inauguration d'un hôpital à Londres, une apparition largement relayée par la BBC et d'autres médias. Bien que souriant aux caméras, son visage portait le poids de ses tempêtes personnelles. Les observateurs ont remarqué son ton inhabituellement sombre, ses propos sur la réforme des soins de santé prononcés avec une gravité qui laissait présager des fardeaux plus profonds. Pour de nombreux Britanniques, son engagement envers le service public malgré un scandale personnel témoignait de sa détermination. D'autres, cependant, se sont demandé si la tension engendrée par la trahison au sein de sa famille n'affecterait pas son leadership. Dans un monde où le symbolisme est aussi important que la politique, chaque expression est devenue matière à analyse. Camilla, quant à elle, affichait une façade inébranlable. Elle participait à des événements de collecte de fonds posés avec élégance pour les photographes et s'efforçait de projeter l'image d'une reine consort dévouée. Pourtant, à huis clos, sa position était irrémédiablement affaiblie. Les restrictions imposées par Charles l'empêchèrent de gérer tout héritage lié à Élisabeth.
Plus qu'une punition symbolique, c'était la reconnaissance publique que son influence avait franchi des limites inacceptables. Le fossé entre elle et le roi se creusa visible dans leurs emplois du temps de plus en plus séparés et leurs interactions discrètes lors des apparitions officielles. La princesse Anne prit rapidement les choses en main. Nommée à la tête du nouveau conseil de surveillance du patrimoine, elle entreprit la tâche ardue de cataloguer et de sécuriser les biens d'Élisabeth. Des bijoux portés lors des visites d'État aux notes manuscrites de Balmoral, chaque objet fut répertorié verrouillé et placé sous de nouvelles protections. Pour Anne, il ne s'agissait pas seulement de protéger les objets, mais de protéger la monarchie de toute impression de négligence. Sa détermination trouva un écho auprès du public qui la qualifia de gardienne la plus digne de confiance de la mémoire de la reine. Des articles d'opinion la décrivirent comme l'ossature d'acier de la famille, la seule capable de résister à la fois à l'ambition et aux intrigues. Hors de Grande-Bretagne, le scandale a suscité une fascination. Reuters a rapporté comment les conflits internes autour du patrimoine se sont croisés avec le rôle de la monarchie dans la diplomatie, soulignant que de telles fractures risquaient d'affaiblir le soft power britannique à un moment où l'unité était essentielle. Deutsche Welle a relié la controverse au débat européen plus large sur la monarchie et le républicanisme, observant que chaque scandale alimentait les critiques qui considéraient le régime héréditaire comme dépassé. Le moment était particulièrement délicat avec l'escalade des tensions au sein de l'OTAN et la négociation par la Grande-Bretagne de nouvelles alliances commerciales et de défense. Pour Charles, les enjeux personnels et géopolitiques se confondaient désormais en un seul et même défi: rétablir la confiance au sein du pays tout en projetant la stabilité à l'étranger. L'opinion publique britannique était profondément divisée. Les partisans de Charles saluaient sa détermination à limiter l'influence de Camilla, arguant que ses actions témoignaient de sa loyauté envers l'héritage de sa mère. Ses détracteurs, en revanche, voyaient dans cette affaire un nouvel exemple de dysfonctionnement au sein de la famille royale. Les sondages suggéraient que la confiance dans la monarchie avait légèrement diminué dans les semaines qui avaient suivi la vente aux enchères, signe que les faux pas symboliques avaient de réelles conséquences. Au Parlement, des critiques ont discrètement suggéré qu'un contrôle plus strict des finances royales pourrait être nécessaire, une proposition qui a gagné en popularité face à la colère publique suscitée par les abus de fonds caritatifs. Le poids personnel de Charles devenait chaque jour plus visible. Derrière les murs de Clarence House, il aurait passé de longues heures seul, souvent en compagnie des portraits de sa mère. Des amis proches de la famille le décrivaient comme un homme déchiré entre amour et devoir, trahi par une compagne dont il avait cru qu'elle resterait unie à ses côtés. Sa détermination à protéger l'héritage d'Élisabeth s'était transformée en un vœu inébranlable, mais cela se faisait au détriment de la stabilité de son mariage. La fracture avec Camilla semblait vouée à se creuser malgré le soin avec lequel le palais s'efforçait de préserver les apparences. Pour Camilla, l'isolement s'accentua. Autrefois perçue comme une survivante résiliente des scandales passés, elle était désormais confrontée à des rumeurs selon lesquelles son influence pourrait ne jamais se rétablir. Même ses fidèles partisans au sein de son entourage appelaient à la prudence, conscients que de nouveaux faux pas pourraient rendre son rôle intenable. Aux yeux du public, son silence sur la controverse était perçu comme un aveu de culpabilité et chaque photographie d'elle aux côtés de Charles était scrutée à la recherche de signes de distance, bien qu'elle conservât son titre de consort, son pouvoir au sein de la monarchie avait fortement diminué. À mesure que l'automne avançait, la monarchie se préparait à une surveillance constante. Le Range Rover Silverstone, désormais sous protection royale et interdit de transfert privé, devint le symbole d'un combat plus profond. Il ne représentait pas seulement une voiture, mais la lutte pour préserver le patrimoine face à l'ambition, la mémoire, face à la manipulation et l'unité face à la division. La tempête à Clarence House avait déjà transformé la maison royale, mais elle soulevait également des questions plus vastes sur l'avenir de la monarchie. Parviendrait-elle à s'adapter aux exigences modernes de transparence et de responsabilité, où les anciennes pratiques de secret et de rivalité continueraient-elles de l'affaiblir de l'intérieur ? Pour Charles et Anne, la réponse résidait dans une défense inébranlable de la mémoire d'Élisabeth. Pour Camilla, la défaite de Silverstone marqua un tournant, même si son silence suggérait qu'elle n'avait pas abandonné ses ambitions. La monarchie, prise entre tradition et scandale, avançait désormais dans l'incertitude, son chemin étant façonné autant par des luttes privées que par le devoir public. Les jours qui ont suivi la vente aux enchères de Silverstone ont transformé un scandale privé en affaire publique. Les journaux de toute la Grande-Bretagne ont publié des gros titres sur le détournement de fonds caritatifs, tandis que les présentateurs de télévision ont décortiqué l'affaire sous tous les angles. Le Guardian s'est interrogé sur la façon dont un véhicule, si étroitement lié à Élisabeth, avait pu être autorisé à la vente dans des circonstances aussi douteuses. Le Daily Mail a publié des lettres indignées de lecteurs exigeant des comptes et le Times s'est interrogé sur l'opportunité d'une nouvelle législation régissant les œuvres caritatives royales. Sur les réseaux sociaux, la colère a déferlé sur les hashtags appelant à la protection de la mémoire de la reine, déclenchant un raz-de-marée de critiques qui a atteint tous les recoins du royaume.
Clarence House répondit par une déclaration soigneusement rédigée soulignant l'engagement de Charles à préserver l'héritage d'Élisabeth. Bien que ses propos fussent mesurés, le ton était clair. La monarchie ne permettrait pas qu'un quelconque élément lié à la reine soit exploité à des fins personnelles. En limitant l'implication de Camilla dans l'héritage royal, Charles fit une déclaration de principe. Pourtant, ce choix révéla également les fractures de son mariage car le public voyait désormais la division entre le roi et la reine consort mise à nu. Camilla elle-même devint le centre des débats. Ces décennies de résilience qu'il avait menées du dénigrement à une acceptation réticente semblaient désormais s'effriter. La sympathie du public s'est estompée à mesure que les questions sur ses motivations gagnèrent du terrain. Les commentateurs soulignèrent qu'elle cherchait depuis longtemps des moyens d'améliorer la situation de ses enfants et la vente aux enchères semblait confirmer ses soupçons. Même ses actions caritatives autrefois louées furent présentées sous un jour nouveau comme de potentiels outils de manipulation. L'atteinte à sa réputation fut profonde et les analystes suggéraient qu'elle pourrait ne jamais s'en remettre complètement. La stature de la princesse Anne s'est accrue. Nommée à la tête du conseil de surveillance de l'héritage, elle incarnait les principes de devoir et de transparence auxquels le public aspirait. Les médias l'ont saluée comme la gardienne de la mémoire d'Élisabeth, une femme d'action en période de faiblesse. Les sondages ont indiqué que la confiance du public en elle surpassait celle de presque tous les autres membres de la famille royale, témoignant de l'admiration pour sa défense indéfectible de la tradition. En cataloguant et en sécurisant les biens de la reine Anne, a rassuré sur le fait que la monarchie comptait encore en son sein des figures intègres. Les conséquences plus larges dépassèrent les drames familiaux. Des personnalités politiques se saisirent du scandale pour plaider en faveur d'un contrôle plus strict des finances royales. Certains députés évoquèrent l'idée d'un organisme indépendant chargé de surveiller la gestion des fonds caritatifs. Bien que ces propositions n'en fussent qu'à leur balbutiement, leur existence même marquait un tournant. L'autonomie de la monarchie dans la gestion de son propre héritage n'était plus tenue pour acquise. En cette période de difficultés économiques, où les citoyens ordinaires étaient confrontés à des coûts croissants, l'idée d'un détournement des fonds caritatifs touchait une corde sensible. À l'échelle internationale, le scandale a eu des répercussions jusqu'à Washington, Berlin et Paris. Les analystes de la Deutsche Welle ont inscrit le conflit dans un débat européen plus large sur la monarchie et la République. Reuters a lié l'affaire au soft power britannique, avertissant que les divisions internes affaiblissaient sa force symbolique à un moment où l'unité mondiale était essentielle. Même Al Jazeera a publié un reportage sur le contraste saisissant entre les conflits internes de la monarchie britannique et son image extérieure de continuité. Le Range Rover, autrefois souvenir personnel, était devenu une métaphore mondiale d'une mémoire contestée. Pour Charles, la confrontation l'obligea à redéfinir son règne. Il n'était plus seulement l'héritier porteur de la couronne d'Élisabeth, mais le gardien chargé de défendre son héritage contre les menaces qui pesaient sur sa propre famille. Ses veillées nocturnes devant les portraits de sa mère reflétaient un homme tourmenté, mais résolu. En public, ses actions témoignèrent de sa force, mais en privé, il luttait contre le chagrin. Dépouiller Camilla de son influence n'était pas seulement une décision politique, mais une rupture personnelle qui aggravait la solitude de sa position. Camilla, dans sa solitude, affronta l'amertume de la défaite. On la vit se retirer des engagements publics, passant de longues heures à réfléchir. Pourtant, ceux qui la connaissaient la prévenaient de sa détermination farouche, refusant d'accepter une perte définitive d'influence. Son vœu murmuré de poursuivre la lutte laissait présager que de futurs conflits pourraient surgir, chacun ébranlant davantage la fragile unité de la monarchie. Le Range Rover lui-même fut placé sous la protection royale scellée dans un lieu sécurisé. Il s'imposa non seulement comme un véhicule, mais aussi comme un symbole de résistance incarnant le conflit entre loyauté et ambition. Aux yeux du public britannique, il devint un emblème de la présence durable d'Élisabeth, rappelant que son indépendance et son intégrité étaient restées à l'abri du scandale. Pour Charles et Anne, il représentait une victoire dans la défense de leur mémoire. Pour Camilla, c'était le souvenir amer d'ambitions contrariées, une cicatrice qui ne cicatriserait pas facilement. La question persistait désormais dans la conscience collective britannique. La monarchie pourrait-elle sortir renforcée de la confrontation avec ses fractures internes, ou les échos de ce scandale la hanteraient-ils pendant des années ? La réponse résidait non seulement dans la politique, mais aussi dans la perception, car la monarchie survivait autant grâce à la confiance qu'à la tradition. La bataille autour de la voiture d'Élisabeth avait révélé la fragilité de cette confiance. Sa reconstruction dépendrait des choix de ceux qui perpétueraient son héritage. L'histoire s'est terminée non pas sur une résolution, mais dans l'incertitude. Une nation observait partagée entre le respect du passé et le doute quant à l'avenir. Dans cette tension résidait le destin d'une monarchie autrefois paraissant éternelle, désormais mise à l'épreuve par les ambitions de ceux qui